Je vois que des tests ont été effectués pour le mercure et le plomb. Deux des métaux traces les plus couramment associés au poison. Cela m'amène à me demander si la mort de Bruce Lee n'était pas liée à un acte criminel. Quand Bruce Lee est mort, le monde a perdu une légende. Mais ce qu'il a laissé derrière lui raconte une histoire bien plus sombre. Cachés à l'intérieur de son domaine se trouvaient des objets qui ont choqué même ses amis les plus proches. Des indices sur des secrets que personne n'attendait du dragon lui-même. Des notes classifiées aux découvertes troublantes gardées secrètes pendant des décennies. Ce que les enquêteurs ont découvert dans l'ancienne maison de Bruce Lee soulève plus de questions que de réponses. Rejoignez-nous alors que nous perçons le mystère de ce qui a été trouvé dans le domaine de Bruce Lee et pourquoi c'est si terrible. L'ouverture de la chambre forte. La lumière du matin traversait les volets de l'entrepôt à Seattle, rayant le sol en béton où trois archivistes et Linda Lee Cadwell attendaient. 52 caisses en bois reposaient sous des bâches, chacune estampillée propriété du Bruce Lee Family Trust. Jusqu'à présent, les querelles juridiques et le deuil familial les avaient gardées scellées. Les agents d'assurance ne s'attendaient à rien de dramatique. Des costumes, des contrats de studio, peut-être quelques photographies dédicacées. Pourtant, un silence de mort s'est installé lorsque la caisse numéro 1 a été soulevée. À l'intérieur reposaient deux sacs de frappe, Speedball, en lambeaux. Les premiers cadeaux que Bruce s'était offerts après Big Boss. Immédiatement, l'équipe a ressenti une contradiction. Le monde célébrait Bruce Lee comme une force indestructible. Mais ces outils racontaient une autre histoire, celle d'un surmenage impitoyable. Sous les sacs déchirés, ils ont trouvé des bandages pour les poignets tissés à la main, raidis par du sang séché. De minuscules notes sur du ruban adhésif marquaient des dates et des relevés de pouls, preuve d'une autosurveillance obsessionnelle. En quelques minutes, un thème a émergé. La perfection à tout prix. Cette découverte a donné le ton pour les jours à venir. Chaque caisse offrait un fragment d'un portrait plus large. Des bâtons d'escrima abîmés étiquetés entraînement de nuit, des débardeurs trempés de sueur datée et signés pas à vendre, pour étude, et des tableaux manuscrits suivant le pourcentage de graisse corporelle à la décimale près. Les yeux de Linda se sont embués lorsqu'elle a lu une entrée d'avril 1973, « Si le corps se brise, l'esprit doit quand même performer ». Cette ligne à elle seule a recadré chaque poster glacé qui était autrefois accroché sur les murs des chambres du monde entier. Puis vint la première découverte véritablement troublante. Sous une pile de rushs de films se trouvait une enveloppe brune étiquetée « médicale ». À l'intérieur se trouvaient des radiographies montrant des microfractures le long du bas de la colonne vertébrale de Bruce, rappel de la blessure au dos de 1970 qui a failli le paralyser. Les médecins l'avaient averti de ralentir. Au lieu de cela, une autre note de son écriture incomparable déclarait « La douleur est une question. Ma réponse est le mouvement ». La colonne vertébrale révélait ce que le sourire ne montrait jamais. Un homme faisant la course contre sa propre biologie. Qu'a-t-on trouvé dans le domaine de Bruce Lee? C'est terrible pour le mythe de la maîtrise sans effort. Les archivistes ont réalisé que la légende du dragon reposait sur l'illusion que la vitesse et la force émergeaient d'une pure philosophie. Les objets disaient le contraire. Ils parlaient d'agonie de minuit, d'os soudés de manière inégale, d'un homme qui brûlait plus intensément précisément parce qu'il se consumait. Avant de partir, ils ont catalogué chaque relique avec un soin médico-légal. Même les objets banals, des bouteilles de vitamines à moitié vides, des cordes à sauter effilochées, des cassettes VHS vierges étiquetées études de forme ont pris de l'importance. Linda a glissé un journal intime de format poche dans sa veste, refusant d'en partager les pages pour le moment. Tout le monde a senti qu'ils avaient franchi un point de non-retour en cette première soirée déconcertante à Seattle. Avant de découvrir les secrets choquants cachés dans les prochaines caisses, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Votre soutien nous aide à révéler les véritables histoires derrière les plus grandes légendes. On continue. Construire le dernier nid du dragon. Pour comprendre l'importance de ces caisses, les archivistes ont remonté le temps jusqu'en 1972, lorsque Bruce Lee a acheté une modeste villa à 2 étages au 41 Cumberland Road à Kowloon Tong. Il a surnommé la maison Crane's Nest, le nid de la grue, en référence à l'oiseau sculpté au-dessus de son portail d'entrée, un clin d'œil discret à sa posture de Wing Chun préférée. Hong Kong était en plein essor, mais le quartier conservait encore l'élégance coloniale britannique, des avenues bordées de banians, des murs de jardin bas, l'occasionnel Rolls-Royce au ralenti au feu de signalisation. Pour les standards d'une star, ce n'était pas glamour. Pour les standards de Bruce, c'était parfait. Les registres immobiliers montrent qu'il a payé environ $1 million de Hong Kong,
une fortune à l'époque, en utilisant les avances de la fureur du dragon. Des amis se souviennent qu'il a insisté pour installer un parquet en érable sur ressort dans le salon pour que les coups de pied résonnent comme des coups de feu. Il a dessiné un mannequin de bois dans le coin et a réaménagé le garage en un studio de cinéma miniature complet avec un projecteur 16 mm et des bobines interminables de séquences de combat qu'il analysait image par image. Linda a peint les chambres des enfants en bleu pastel. Bruce a recouvert les murs de la salle d'entraînement de blanc uni pour que les ombres des postures soient faciles à étudier. Pourtant, l'argent était toujours plus serré que ce que supposaient les tabloïds. Les contrats avec Golden Harvest étaient lucratifs sur le papier mais lents à être payés. Une grande partie des revenus de Bruce servait à payer les frais de scolarité des étudiants privés, le loyer de son école de Los Angeles, et les expérimentations qui sont devenues le Jeet Kune Do. Les registres de comptes trouvés dans le domaine révèlent que certains mois, le solde bancaire du ménage descendait en dessous de 2000 $, le forçant à mettre en gage des montres qu'il avait gagnées lors de tournois. Pas de garde du corps, pas de voiture de sport, pas de chef cuisinier privé, juste un homme qui se démenait pour maintenir son rêve à flot. À Cranes Nest, les voisins entendaient souvent des bruits sourds et rythmés au lever du soleil, des coups de pied latéraux frappant le sac lourd suspendu à une poutre du plafond. Bruce se renforçait. Quand les journalistes venaient, ils ne voyaient que l'entrée en marbre et le bassin de Carpe Koi. Il manquait le grenier où il stockait des piles de livres de philosophie, Krishnamurti, Lao Tse, Jiddu, et l'arrière-salle insonorisée où il enregistrait des exercices de respiration bien avant que les boxeurs ne parlent d'entraînement diaphragmatique. Pendant les 16 courts mois où il y a vécu, la villa a fait double emploi en tant que plateau de tournage et laboratoire. Chuck Norris faisait des combats d'entraînement sur les carreaux du patio. Les cascadeurs faisaient la sieste sur des tatamis entre les prises. Les nuits où les tempêtes tropicales faisaient claquer les paravents en bambou, Bruce écrivait des lettres à Brandon et Shannon décrivant ses rêves d'une confrérie mondiale d'artistes martiaux échangeant sans préjugés. Ces lettres, jaunies et tachetées de sueur, ont refait surface parmi les caisses de Seattle, un autre lien reliant la villa spartiate à l'espace de stockage débordant à des milliers de kilomètres de là. L'ironie est brutale. Quelques semaines après avoir acheté son refuge, il n'était plus là. Cranes Nest a verrouillé ses portes. Le bassin de Carpe Koi s'est immobilisé, et les dirigeants du studio se sont empressés de remonter Opération Dragon sans la tournée promotionnelle de sa star. La maison qui aurait dû être un foyer pour la vie est devenue une capsule silencieuse, attendant des décennies que quelqu'un demande quel secret elle gardait encore. 5 décennies plus tard, les archivistes savaient qu'il déballait bien plus que des objets. Il fouillait Cranes Nest lui-même. Ses espoirs, sa sueur, son silence abrupt laissé après 1973. Des pages qu'aucun fan ne devait lire. Le journal intime que Linda a ramené chez elle ce soir-là mesurait à peine 10 cm de large. Pourtant, il a fallu 2 jours au conservateur pour le numériser. Ces pages fragiles en papier de riz étaient couvertes recto verso de l'écriture compacte de Bruce, parfois une calligraphie élégante, parfois un gribouillage frénétique faisant la course contre la montre. Les chercheurs s'attendaient à des réflexions philosophiques. Au lieu de cela, ils ont trouvé un journal intime de la douleur, des produits pharmaceutiques et du doute. Entrée après entrée décrivait des migraines s'épanouissant derrière les yeux, des chocs électriques dans la colonne vertébrale, des nuits où son pouls battait à plus de 140 alors qu'il restait parfaitement immobile. Il a évalué la douleur dans le bas de son dos sur une échelle de 10 points, puis s'est prescrit des entraînements punitifs. Dans une marge se trouvait un minuscule croquis, sa propre pierre tombale fendue par un point, avec la légende « Victoire sur soi-même ». La bravade sonne creux lorsqu'elle est placée à côté d'une IRM de hernie discale datée d'à peine 4 mois avant son effondrement. Les historiens ont longtemps débattu pour savoir si l'édème cérébral mortel provenait d'une allergie aux analgésiques. Le journal complique ce récit. De multiples pages listent des combinaisons de corticostéroïdes, de relaxants musculaires et de pilules nerveuses expérimentales acquises lors d'une tournée de conférences à Los Angeles. À côté de chaque médicament, Bruce notait les effets secondaires, vision floue, acouphènes, serrement de gorge. Pourtant, les doses grimpaient. Le 10 mai 1973, il écrivait « Je ne serai pas ralenti par la prudence. Je conduis mon corps comme un jeune général envoyant des soldats avant l'aube. » Les archivistes ont senti la métaphore trancher l'atmosphère de la pièce. Ce qui a été trouvé dans le domaine de Bruce Lee, c'est terrible pour quiconque cherche un arc héroïque bien net. Le journal expose un homme qui connaissait la ligne rouge mais gardait le pied sur l'accélérateur. Un passage déchirant adressé à Linda confesse « Si je meurs,
pardonne-moi d'avoir choisi la vitesse plutôt que la durée. Les rapports de toxicologie de l'autopsie confirment des traces élevées de méprobamate correspondant à sa propre liste d'inventaire presque gramme pour gramme. La vérité derrière la légende est souvent beaucoup plus complexe que ce que l'on voit à l'écran. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces révélations pour le moment, et n'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien abonné. La piste de l'argent et le motel. Si les écrits privés ont rabaissé le mythe, les registres financiers ont révélé un choc différent. Bruce Lee est mort presque sans liquidité. Les relevés de redevances montraient que les gains d'opération Dragon affluaient des mois après sa mort, tandis que les dépenses quotidiennes continuaient de grimper. 80% des salaires des films s'évanouissaient dans les coûts de production, les frais médicaux et les cadeaux aux étudiants en difficulté. Les archivistes s'attendaient à des actifs de luxe. Au lieu de cela, ils ont consigné un break Chevy de 1969, 2 projecteurs d'occasion, et une hypothèque toujours en cours sur Cranes Nest. Après le décès de Bruce, le patron du studio, Raymond Chow, a acquis la maison de Linda, puis l'a rapidement vendue au philanthrope de Shenzhen, Yu Panlin, pour environ $1 million de Hong Kong. Yu avait l'intention d'honorer Lee avec un musée, mais les calculs touristiques ne tenaient pas la route. Au début des années 80, des enseignes de motels au néon clignotaient à l'extérieur du 41 Cumberland Road. Le hall en marbre, où Chuck Norris attendait autrefois pour les répétitions, est devenu un bureau de réception, proposant des chambres à l'heure. Des miroirs recouvraient les plafonds. Des cloisons subdivisaient l'ancienne chambre de Shannon en cabine de karaoké. Les visiteurs payant pour de l'intimité ne devinaient jamais qu'ils se prélassaient là où les exercices de Jeet Kune Do faisaient autrefois trembler les lattes du plancher. Les tabloïds locaux l'ont appelé le Love Hotel du Dragon. Un gros titre si sordide que Linda a refusé de commenter. Qu'a-t-on trouvé dans le domaine de Bruce Lee? C'est terrible pour quiconque présumait un respect posthume. Des photographies récupérées dans un registre de sécurité mis au rebut dépeignent des matelas en forme de cœur, des silhouettes au néon de couples dansant, et une peinture murale qui incorporait maladroitement le blason de dragon personnel de Bruce. Les registres révèlent que le motel était rentable. Yu faisait don des revenus à sa fondation caritative, accomplissant sans doute le souhait de Bruce d'élever les défavorisés. Pourtant, l'ironie était cuisante. Les fan-clubs ont supplié les autorités de Hong Kong d'intervenir, mais les lois de zonage protégeaient les droits de propriété privée. En 2008, après des pétitions mondiales, Yu a annoncé que le motel fermerait, promettant un centre du patrimoine. La bureaucratie s'est enlisée. Puis Yu est mort en 2015, gelant à nouveau les plans. Parmi les caisses de Seattle se trouvait un dossier en papier manie étiqueté « Proposition de musée 2009 à 2013 ». À l'intérieur se trouvaient des plans montrant Cranes Nest restauré, des salles de conférence, une archive Wing Chun, la voix de Linda guidant les visiteurs à travers une visite audio. Trombonnées au dossier se trouvaient des lettres de rejet des conseils culturels municipaux citant des déficits de financement. Une marge porte le plaidoyer manuscrit de Linda, ne laissez pas cet endroit devenir une blague. Elle a souligné le mot blague 2 fois. En 2019, des équipes de démolition sont arrivées, invoquant le délabrement structurel. Les travailleurs ont récupéré une seule fenêtre circulaire, 4 cadres en teck et une mosaïque de grue que Bruce avait installée lui-même. Le reste a rencontré la boule de démolition en quelques jours. Cranes Nest a cessé d'exister, remplacé par un club privé élégant dont le site web propose du yoga sur le toit et des brunchs fusion. Alors que le chapitre se fermait, un conservateur a fait remarquer que si le domaine pouvait parler, il pourrait demander « Comment un sanctuaire de la discipline est-il devenu un panneau d'affichage pour l'indulgence ?» Aucun tableur ne pourrait jamais équilibrer ce déficit émotionnel. Des lettres à travers le temps. Au fond de 2 caisses, ils ont trouvé une boîte à écriture laquée scellée à la cire. Linda a reconnu l'empreinte digitale de Bruce pressée dans le seau et a hésité avant de le briser. À l'intérieur reposaient 23 lettres pliées, adressées non pas à elle mais à Brandon et Shannon, écrites entre novembre 1972 et juillet 1973. L'encre s'était estompée en sépia. Pourtant, les mots pulsaient d'une urgence paternelle. Le premier mot de Bruce à Brandon s'ouvrait sur une blague concernant le fait de perdre une course contre sa propre ombre, puis pivotait « Entraîne-toi à te vaincre toi-même, pas tes adversaires ». Les lettres étaient des plans d'entraînement chronologiques. Semaine 1, exercice de jeu de jambes. Semaine 4, combat les yeux bandés pour aiguiser l'ouïe. Mais parsemés entre les instructions se trouvaient des aveux de vulnérabilité. Il confessait sa peur que la célébrité ne vole du temps aux séances d'entraînement dans le jardin.
Il s'inquiétait que les médias ne transforment ses enfants en caricatures plutôt qu'en humains. Dans une lettre datée d'avril 1973, il écrivait « Bats-toi, mais ne te bats pas contre la célébrité ». La correspondance à Shannon avait un rythme plus doux. Il décrivait l'équilibre en comparant les coups de pied retournés à des pirouettes, l'encourageant à danser tout en apprenant à esquiver. Il incluait des pétales de frangipanier pressés du jardin de Cranes Nest, promettant qu'il refleurirait quand elle serait grande. Ce jardin, maintenant pavé sous les carreaux d'un spa boutique, s'est soudainement senti présent dans l'air de l'entrepôt. Linguistes étudiant l'écriture ont remarqué de légers tremblements dans les traits de plume après mai 1973. S'alignant sur les épisodes médicaux consignés dans le journal, Bruce parlait de vertige, mais les présentait comme des tests de respiration. Pourtant, sous l'optimisme couraient des courants fatalistes. « Je suis toujours avec toi dans la force, dans l'amour, dans l'esprit. » Les chercheurs l'ont plus tard qualifié de la chose la plus proche d'un au revoir. Les lettres se terminent au milieu d'une phrase, la dernière page est blanche, à l'exception de la salutation « Cher Brandon ». Les archivistes ont débattu pour savoir si une autre feuille avait existé ou si l'épuisement l'avait emporté. Quoi qu'il en soit, le silence résonnait plus fort que n'importe quel cri de Kung Fu. La boîte en cire contenait également 8 polaroids jamais publiés. Bruce agenouillé à côté du premier sac de frappe de Brandon. Shannon perché sur ses épaules pendant une pause déjeuner sur un plateau de tournage. Linda riant alors qu'il échouait à jongler avec des oranges. Ces images font fondre la distance entre l'icône et le parent. Pourtant, elles accablent aussi le spectateur avec le recul. Ni Brandon ni Bruce n'atteindraient la vieillesse. Linda a demandé que les lettres soient numérisées mais non exposées publiquement. Le conseil a accepté, accordant à la famille des archives protégées par mot de passe. Avant de sceller à nouveau les originaux, elle a ajouté une nouvelle enveloppe étiquetée pour les enfants de Shannon. Son contenu reste inconnu. Dans le journal de compte-rendu ce soir-là, le conservateur Jaden Guillan a écrit « Ces pages transforment le bruit en silence. Je pensais qu'ouvrir les caisses mettrait de la distance. Au lieu de cela, chaque artefact le rapproche. » L'équipe a réalisé qu'ils étaient les gardiens d'une conversation figée dans le temps et que leur devoir était de protéger des voix qui ne pouvaient plus répondre à aucune question. Cranes Nest après le dragon. Tandis que l'équipe de Seattle luttait avec des reliques intimes, une autre escouade a été dépêchée à Hong Kong pour documenter le site lui-même. Ils sont arrivés à Kowloon Tong en s'attendant à de la nostalgie. Ils ont trouvé des décombres. La villa à 2 étages avait disparu, remplacée par des clôtures métalliques recouvertes de bâches blasonnées du nom d'un clubhouse privé dont l'ouverture était imminente. Un garde de chantier les a chassés, mais ils ont réussi à entrevoir le seul élément survivant, une fenêtre circulaire enveloppée de mousse protectrice, étiquetée pour une future exposition. Les archives du South China Morning Post ont comblé les années manquantes. Dans un article de fond de 2015, la journaliste Christine Serrando a visité Cranes Nest dans sa phase de motel. L'article décrivait des carreaux de mosaïque en décomposition que Bruce avait conçus personnellement, des grues en vol, leur queue balayant vers le bassin de Carpe Koi. Des miroirs recouvraient la plupart des murs intérieurs, amplifiant chaque ampoule fluorescente en un éblouissement. Les climatiseurs gouttaient sur les parquets. Les chambres se louaient par blocs de 3 heures. Les réceptionnistes offraient des microphones de karaoké et des costumes fantaisie en forme d'uniforme de Kung Fu. À la mort de Yu Panlin, le porte-parole de la famille a promis de réinventer la propriété en un centre d'études chinoises. Des croquis architecturaux proposaient des salles de classe où les enfants pourraient réciter de la poésie Tang sous la peinture murale de la grue restaurée de Bruce, mais les dommages causés par les termites et les infiltrations d'eau ont condamné les budgets de restauration. En juillet 2019, des bulldozers tournaient au ralenti devant le portail d'entrée. Des manifestants se sont rassemblés, brandissant des drapeaux de dragons jaunes et scandant pour la préservation. Pourtant, à l'aube, le mur sud était tombé, sa maçonnerie artisanale s'écrasant en tas qui se moquaient des panneaux de signalisation du patrimoine. Sur place, le consultant en patrimoine Marcus Lao a passé les débris au crible. Il a extrait 4 cadres en teck que Bruce avait installés pour plus de soleil, un couvercle de bocal portant des exercices manuscrits de Wing Chun et un éclat de carreau turquoise montrant la moitié d'une aile de grue. Ces fragments ont rejoint l'expédition de Seattle, gonflant maintenant au-delà de la capacité de l'entrepôt. La démolition a soulevé des questions juridiques. Le Conseil consultatif des antiquités de Hong Kong a classé la villa comme un intérêt historique de grade A. Pourtant, le rapport structurel du propriétaire l'a étiquetée comme dangereuse.
En vérité, l'histoire a perdu face à la valeur foncière. Le terrain se trouvait près d'une zone scolaire d'élite valant plus de 100 millions de dollars de Hong Kong. Une semaine plus tard, les brochures de marketing immobilier vantaient une retraite de bien-être exclusive imprégnée de vitalité culturelle, omettant la culture de qui. De retour de l'autre côté du Pacifique, Linda regardait le carreau de grue sauvé sous la lumière du musée. L'émail scintillait toujours d'un verre d'eau, une couleur que Bruce avait choisie pour évoquer le calme. Les spécialistes ont débattu pour savoir s'il fallait le monter dans une exposition itinérante ou l'intégrer dans une statue commémorative. Linda a murmuré, « Il voulait voler, pas être exposé ». Cette phrase a forcé les conservateurs à faire une pause. Honorer-il Bruce Lee ou organiser le deuil comme un spectacle? La visite de Hong Kong s'est conclue par un scan en réalité virtuelle du terrain vide, capturant les coordonnées pour une future reconstruction. Des ingénieurs de données ont fusionné ce scan avec des films amateurs de 1972, construisant un modèle numérique, du moins à l'intérieur d'un casque. Cranes Nest tient toujours debout. Aucune simulation ne peut recréer l'odeur de jasmin qui dérivait des entraînements au crépuscule de Bruce. Mais la visite en VR offre quelque chose. Une chance pour les visiteurs de pénétrer dans son bureau et d'entendre le plancher grincer sous les pas, réalisant à quel point la frontière est mince entre la mémoire et le marketing. Le business de l'immortalité. Une fois la poussière de la démolition retombée, une autre ruée a commencé. Les dirigeants des licences ont contacté Linda avec des offres pour transformer l'image de Bruce Lee en NFT, en salle de sport à thème et en boissons énergisantes. Certains accords étaient de bon goût, beaucoup frôlaient la parodie. La famille avait toujours équilibré deux objectifs, financer des programmes philanthropiques et sauvegarder l'intégrité. Maintenant, chaque décision ressemblait à marcher sur une corde raide au-dessus d'une fosse de mèmes instantanés. Parmi les caisses, les archivistes ont découvert un brouillon de contrat de 1973 qui n'a jamais été signé. Bruce négociant la propriété de son image pour une proposition de ligne de manuel d'autodéfense pour enfants. Cela aurait été révolutionnaire. Dans les années 70, la plupart des studios conservaient ces droits. Selon l'avocate spécialisée dans le divertissement Carla Ri, ce document non signé est devenu une monnaie d'échange après sa mort. Sans cession de marque claire, les opportunistes ont collé sa silhouette sur tout ce qui pouvait accueillir un autocollant. Des t-shirts piratés ont fait surface dans les semaines qui ont suivi ses funérailles. Des décennies plus tard, des baskets contrefaites inondaient les sites de commerce électronique. Pour riposter, Linda et Shannon ont formé Bruce Lee Enterprises, consolidant les marques déposées et poursuivant les contrefacteurs dans le monde entier. Les dossiers juridiques de la Caisse 12 révèlent des victoires contre de grands détaillants qui avaient vendu de l'eau de Cologne Dragon Power non autorisée. Pourtant, la bataille ne se termine jamais. Internet génère des copies plus vite que les lettres de mise en demeure. Les conservateurs de musées s'inquiètent de la dilution. Plus Bruce apparaît sur des baguettes fantaisie, moins sa philosophie a de poids. Le Dr May Ortiz, professeur d'études culturelles consultant pour le domaine, a plaidé pour une rareté contrôlée. Son plan recommande de ne publier qu'une poignée d'artefacts à la fois, chacun accompagné d'essais contextuels et de ressources sur la santé mentale. Le but est subtil. Déplacer le récit du combat vers la connaissance de soi. À l'intérieur des archives, l'équipe a modélisé cette approche. Ils ont préparé un kit d'exposition contenant le carreau de grue, une boucle de film 8 mm de Bruce s'entraînant à des coups de poing d'1 pouce, et l'entrée du journal intime du 10 mai avec les numéros de dosage caviardés. Un spectateur verrait l'accomplissement à côté du coup, l'extase à côté de l'épuisement. L'héroïsme est un spectre, disait le texte mural proposé. Leur stratégie a fait face à l'opposition d'un nouvel acteur. Le club privé occupant maintenant le 41 Cumberland Road. La direction a proposé un partenariat, offrant d'accueillir des galas exclusifs où les VIP pourraient manipuler des accessoires originaux après avoir signé des décharges de responsabilité. La famille a décliné, invoquant une responsabilité d'un autre ordre, l'érosion du sens lorsque des objets sacrés deviennent des curiosités pour l'heure du cocktail. Pourtant, le domaine doit générer des revenus pour se préserver. Le stockage à température contrôlée, la numérisation et la sécurité ne sont pas donnés. Après des mois de débats, les administrateurs ont donné leur feu vert à une collaboration avec une organisation caritative mondiale pour la santé mentale. Les revenus d'un livre de lettres en édition limitée financeront des programmes de conseil pour les jeunes, s'alignant directement sur la philosophie d'enseignement de Bruce. À l'entrepôt, une réunion à l'aube a ratifié le plan.
Les archivistes ont collé une note manuscrite sur la porte principale, chaque objet ici doit aider quelqu'un à donner un coup de pied plus haut dans la vie. La plus simple des déclarations de mission. Mais alors qu'il déverrouillait les caisses une fois de plus, cela ressemblait à une boussole assez stable pour diriger l'écho du dragon. Après les chocs et les réponses, nous cherchons encore. 6 mois après l'ouverture de la première caisse, l'inventaire du domaine était terminé. 3416 artefacts, 22 heures de films inédits et 1,2 téraoctets de scan haute résolution. Pourtant, les conservateurs se sentaient plus éloignés de la certitude qu'au début. Les affaires de Bruce Lee n'ont pas rangé sa légende. Elles l'ont compliqué, comme ajouter des miroirs dans un labyrinthe. L'intérêt du public a atteint son apogée lors d'une conférence de presse diffusée en direct dans 8 langues. Linda et Shannon étaient assises à côté d'une vitrine contenant 3 objets symboliques. Le sac de frappe fissuré, le carreau de l'aile de grue et le journal intime de poche, à nouveau scellé. Les journalistes ont demandé si le journal serait un jour publié dans son intégralité. Linda a répondu, « Certaines pages appartiennent à notre famille. D'autres appartiennent à l'histoire. Nous déciderons ensemble. » L'expression « ensemble » a résonné. Pendant des décennies, la mémoire de Bruce avait été fragmentée. Les fans, les spécialistes, les magnats des affaires, chacun tirant sur un éclat différent. Le domaine, nouvellement organisé, essayait de réassembler la mosaïque. La semaine suivante, une coalition d'éducateurs de Hong Kong a annoncé des bourses financées par les recettes du livre de lettres. Les étudiants choisis pour leur excellence dans les arts martiaux et le service communautaire passeraient un semestre à Seattle pour étudier non seulement le Jeet Kune Do, mais aussi la gestion du stress et la prévention des blessures. Dans ce mélange de programmes scolaires, la douleur passée de Bruce pourrait se traduire par une résilience future pour d'autres. Pendant ce temps, les techniciens des données finalisaient l'expérience VR. Les premiers testeurs comprenaient des athlètes en fauteuil roulant qui ont pratiqué des coups de poing d'un pouce virtuel à côté de l'avatar rendu de Bruce. Une participante, espoir paralympique, a déclaré que la session lui avait rappelé que l'adaptation est la maîtrise, pas un compromis. Shannon a pleuré hors caméra, admettant plus tard que le commentaire signifiait plus que n'importe quel record au box-office. Les administrateurs du domaine ont publié une base de données publiques d'artefacts non sensibles, invitant à la recherche participative. En quelques jours, les utilisateurs ont lié les notes de marge philosophique de Bruce à des textes obscurs de Tagore, révélant de nouvelles influences. Un autre utilisateur a identifié la marque de ruban médical que Bruce préférait, aujourd'hui abandonnée, incitant une entreprise de médecine sportive de niche à la reproduire pour la recherche. Pourtant, des mystères demeurent. Une bobine usagée étiquetée GOD, peut-être Game of Death, le jeu de la mort, contient des séquences que personne n'a déchiffrées car l'émulsion a fondu. Les spécialistes espèrent que la séparation cryogénique pourra sauver les images. Et quelque part, peut-être encore caché derrière un panneau dans le bureau disparu de Cranes Nest, se trouve la dernière lettre manquante à Brandon. Jusqu'à ce qu'elle fasse surface, les phrases terminées au milieu de l'encre continuent de hanter. Lors de la dernière réunion interne du projet, le conservateur Marcus Lao a répété les propres mots de Bruce. « Be water, soit de l'eau », a-t-il conclu. L'eau prend la forme de son récipient, mais elle érode aussi la pierre. Nos choix déterminent quel rôle nous jouons. L'équipe a voté pour garder la plupart des documents médicaux scellés pendant 50 ans, laissant du temps pour une interprétation nuancée plutôt que pour le sensationnalisme. Les caisses sont à nouveau emballées, cette fois dans du blanc d'archives, stockées dans une aile à température contrôlée du Wing Luke Museum de Seattle. Les visiteurs pourront peut-être un jour se promener dans des galeries construites à partir de ces histoires. Pour l'instant, la légende se dresse à la fois plus grande et plus humaine. Non plus seulement une statue de bronze seule, mais une vie ressentie dans le sang, la sueur, l'encre et la cellulose fragile. Des secrets ont été découverts, des vérités livrées, et oui, certaines d'entre elles sont mauvaises. Mais la compréhension commence souvent par l'inconfort, et la guérison commence une fois que le couvercle est enfin fermé. Le dragon rugit, non pas de triomphe, mais de l'écho de la mortalité qui accompagne désormais chaque cri. Cet écho nous met au défi. La grandeur est possible, mais le prix ne doit jamais être caché. Quelles sont vos pensées sur les révélations personnelles trouvées dans le domaine de Bruce Lee? Partagez vos impressions dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour des explorations encore plus approfondies. À très vite.